Bonjour à tous. Deux sujets font l'actualité à Cotonou depuis ce week-end. La marche des travailleurs qui a enfin eu lieu ce samedi. Des centaines et des centaines de travailleurs dans les rues de Cotonou pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la cherté de la vie. Les journaux en rendent compte. Nous ferons tout à l'heure le tour rapide des informations proposées par les parutions. Ce sera donc la une des journaux. Ce sera aussi par ailleurs notre sujet de débat dans une heure environ. Les débatteurs vont se prononcer. L'autre sujet d'actualité, c'est l'offensive de Cotonou dans sa mésentente avec Niamey depuis quelques jours. En effet, le différend se cristallise autour de la décision du palais de la Marina de faire blocus sur le pétrole en provenance du Niger. La presse relaie ce matin la prise de position des partis politiques soutenant les actions du chef de l'État béninois. Sur l'actu matin, Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale et membre du parti Bloc républicain, passera par ici tout à l'heure pour nous dire quelle est la position de son parti politique par rapport à cette affaire. L'invité, c'est dans une demi-heure environ. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin. Anselme Amoussou à propos de la cherté de la vie au Bénin. Cette marche doit être perçue comme un appel pour qu'on sorte de l'impasse actuelle. Nous voulons un dialogue qui va produire des effets, a clamé Moudassirou Ba Chabi. Le député Malik Gomina à propos du blocus de Niamey qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin lui veut du mal, a dit le député BR. Clôture du projet Redissé, un moment de célébration et de bilan des activités exécutées. Matin libre, prison civile d'Accra-Missérété, Soglo empêché de voir Rekia Madougou. Libération, rencontre gouvernement central syndical. Voici les points inscrits à l'ordre du jour vers le règlement définitif de la situation. Les 4 vérités. Visite à la prison civile d'Accra-Missérété, c'est complètement en haut. Voici pourquoi Soglo n'a pas pu voir Rekia Madougou. Dynamisme info, marche contre la cherté de la vie, le calvaire des populations sous le poids des taxes dénoncées. Récurrent cas de vol de vivres destinés aux apprenants. La solution du préfet du Koufo pour faire arrêter le triste phénomène. Nous sommes avec Gaskiani Info maintenant. Crise de pipeline, ce que le Niger et le Bénin perdent. Marche des travailleurs contre la vie chère. Enfin, acclamé le journal. Décryptage info. Mobilisation des recettes fiscales à Cotonou en 2023. La performance du DGI Yanoussi et son équipe saluée par le maire à Tropo. Le révélateur du jour rencontre gouvernement central syndical. 4 points à l'ordre du jour. Le matin, accusé d'abriter une base militaire étrangère au Bénin. La réponse du Bénin aux autorités du Niger. L'observateur brouille entre le Bénin et le Niger. Le président Hippolyte Rondemain invite les deux parties à faire la paix. Nous sommes avec le quotidien à Sierra. Restriction continue de visite à Madougou, bloqué au portail de la prison civile de Missérété, à l'image de la crise de 1963 entre le Bénin et le Niger. Tiani et Talon doivent éviter l'escalade. Les deux peuples saluent et veulent la paix. Nous sommes donc maintenant avec Jakpata, clôture de la réunion, de la 54e réunion annuelle des directeurs et directrices des loteries du Conseil de l'Entente. Le nouveau concept dénommé tirage commun entente adopté. Le télégramme, marche contre la vie chère, les travailleurs font le procès de la malgouvernance et certaines réformes du gouvernement. Nous sommes maintenant avec le potentiel. Municipalité de Porto-Novo, le dame Alain Tozo arrêté et placé en garde à vue. Visa Info Affaires Wadou, l'autopopo et sa demande de moratoire de 10 jours aux TAS pour préparer sa défense. L'affiche du jour, mouvement de protestation samedi dernier à Cotonou. Les travailleurs ont fait marcher contre la vie chère. Dabarou, tournée nationale de reddition de comptes des membres du gouvernement. Quel mot pour guérir les maux d'une population affamée?
Le Soleil Bénin Info, marche pacifique à Cotonou samedi dernier. Le ras-le-bol des Béninois dans la rue. Le gouvernement apaise. Bénin intelligent, coopération Bénin-Niger, regain d'intransigeance. Le Patriote, interdiction d'exportation du pétrole nigérien. Les risques courent le Bénin. Le Matin, accusé donc d'abriter une base militaire étrangère au Bénin. La réponse du Bénin aux autorités du Niger. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des quotidiens dans leur proposition de titres à la une ce matin. Nous avons donc pour une deuxième lecture de Fraternité Anselme Mamoussou à propos de la cherté de la vie au Bénin. Cette marche doit être perçue comme un appel pour qu'on sorte de l'impasse actuelle. Nous voulons un dialogue qui va produire des effets, clame Moudassirou Bachabi. Et puis le député Malik Gomina à propos du blocus de Niamey, qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin lui veut du mal. Un dernier titre à la une de Fraternité, clôture du projet Rédissé, un moment de célébration et de bilan des activités exécutées. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va voir à l'intérieur de Fraternité quelques informations qui pourraient nous intéresser. J'ai dit dans mon introduction que deux actualités sont relayées par les quotidiens ce matin. D'abord, la marche des travailleurs samedi dernier contre la vie chère. Fraternité en rencontre en sa page de ce matin. Le ras-le-bol des syndicalistes était donc dans les rues de Cotonou. Comment est-ce qu'ils sont sortis? Combien était-il dans les rues de Cotonou? Le journal a fait le constat et a rapporté l'essentiel dans son article ce matin publié donc à la page de la production du journal qui paraît à noter. Et après le compte rendu, les avis des divers organisateurs de la marche, à commencer par celui d'Anselme Mamoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Cette marche doit être vue comme un appel à contribuer pour qu'on sorte de l'impasse actuelle, a dit donc le syndicaliste. Nous sommes toujours là à la page 2 du quotidien Fraternité. À la 3, vous avez cette interview accordée par l'autre organisateur de la marche, le secrétaire général de la CGTB, Moudassirou Bachabi, qui dit: c'était juste pour dire que nous voulons un dialogue qui va produire des effets. Alors, quels sont les autres points abordés par le syndicaliste avec le journal? Eh bien, toute la page 3 est réservée justement à cette interview qu'il a accordée au quotidien. Le second sujet, comme je l'ai annoncé, c'est la brouille qu'il y a actuellement entre Cotonou et Niamey avec un point d'orgue depuis quelques jours maintenant. Le palais de la Marina qui a décidé de bloquer le pétrole en provenance du Niger à Semekoudji. Eh bien, il y a donc une offensive lancée désormais du côté de Cotonou avec cette sortie du député Malik Gomina qui donne raison à Patrice Talon. C'est à propos de quoi? Eh bien, achetez le journal et découvrez notamment à la page 4 de la production de Fraternité ce matin. Et puis à l'international, vous avez l'actualité, notamment au Tchad avec la présidentielle qui est marquée par déjà quelques tensions. Le président sortant proclamé vainqueur de l'élection au premier tour et son principal opposant qui appelle à l'annulation du scrutin. Au Mali aussi, vous avez l'actualité là-bas concernant la fourniture de l'énergie électrique. Au Maroc, par contre, ce sont des jeunes qui sont kidnappés en Thaïlande et qui sont détenus en Birmanie après une anarque au travail. En tout cas, détail dans les colonnes du journal Fraternité dans sa production de ce lundi matin. Allez, voici chez vous maintenant le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin à suivre, les images du soutien aux actions et décisions du gouvernement de Patrice Talon. On en parle toujours. Les maires et élus communaux des départements de l'Atakora et de la Donga, c'est leur tour maintenant, ont à nouveau réitéré leur admiration au mode de gouvernance du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration qu'ils ont lue samedi dernier à Natitengu. Alors, de quoi retourne la déclaration et quels sont justement les éléments à relever, le compte rendu dans un instant. Et puis la phase finale des journées culturelles au complexe scolaire clé de la réussite. C'est un moment de réjouissance et surtout de reconnaissance de mérite. Les meilleurs apprenants sont repartis avec des motos, des ordinateurs et bien d'autres lots d'encouragement. Asiambo Kanye Asiambo va signer ce reportage compte rendu. Voici le bulletin.
Et on va faire de la politique pour commencer. Tidi Goudalo, bonjour à nouveau. Bonjour. Les maires et les élus communaux des départements de l'Atakora et de la Donga apportent leur soutien sans faille aux actions du chef de l'État et de son gouvernement. Tanguy, cela se déroulait le samedi 11 mai dernier à Natitengu dans la déclaration lue par le maire de Peunko. Ces maires et élus communaux ont rappelé les actions qui ont rehaussé l'image de leur département. Ils en sont fiers et réitèrent tout leur soutien à Patrice Talon. Je vous invite donc à suivre le contenu de cette déclaration lue par le président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga. Considérant l'engagement du président Patrice Talon depuis son élection en 2016 à la magistrature suprême de notre pays, considérant que la lutte contre l'impunité, la corruption, la malversation et le détournement des deniers publics est devenue aujourd'hui une réalité dans notre pays, considérant les actions courageuses telles que la désignation des 12 chefs-lieux des départements territoriaux longtemps évités par ses prédécesseurs et la mise en service effective des préfectures. Considérant la mise au travail de tout le peuple béninois à travers l'arrêt des grèves perlées longtemps observées dans les secteurs sensibles de l'éducation, de la justice, de la santé, avec parfois des pertes en vies humaines. Considérant la gestion efficace du volet sécuritaire ayant classé le Bénin en tête en matière de libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Considérant la réforme dans le secteur éducatif, notamment la généralisation des cantines scolaires, le recrutement massif des AME ainsi que de l'amélioration de leurs conditions de travail, considérant la dotation d'importantes ressources financières dans le cadre du projet de cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, notamment dans nos 2 départements. Considérant les actions menées dans le secteur agricole pour faire du Bénin le premier pays producteur de coton dans la sous-région et l'accroissement considérable de la production dans les autres filières, considérant la construction des stades omnisports modernes dans les communes de Djougou, Kouandé et Tangueta, considérant les grands projets réalisés et en cours de réalisation dans le domaine de la promotion de l'emploi, de l'économie locale, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, considérant la promotion de la gouvernance locale à travers la courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, marquée par le renforcement des mairies en ressources humaines de qualité et en moyens roulants à tous les maires et les secrétaires exécutifs des mairies. Considérant toutes les réalisations socio-économiques par son Excellence le Président Patrice Talon et son gouvernement et qui permettent à notre cher pays, le Bénin, de se révéler à lui-même et au reste du monde, sa capacité à se prendre en charge et à assurer son développement. Nous, maires et élus communaux de l'Atakora et de la Donga, exprimons notre satisfaction et notre soutien sans faille et sans condition à son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Vive le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, vive le Bénin révélé, vive l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, longue vie et pleine santé au Président Patrice Talon. Je vous remercie. À l'instant, le président de l'association des communes de l'Atakora
et de la Donga. On va passer à une autre actualité du week-end. Les centrales et confédérations syndicales ont réussi à marcher samedi 11 mai après les initiatives des travailleurs empêchés les 27 avril et 1er mai. Et 1er mai dernier, les travailleurs ont pu dénoncer la cherté de la vie à travers une marche de protestation dans la ville de Cotonou. Comme annoncé, la manifestation a pris départ à la bourse du travail pour échouer à la place de l'Étoile Rouge où une déclaration a été prononcée pour fustiger la cherté de la vie. William Cliquant. Cette fois est la bonne. Les travailleurs béninois arrivent ce samedi matin à descendre dans les rues de Cotonou après les tentatives étouffées. Non à la gouvernance qui affame. C'est le principal message que porte cette protestation dès son point de départ à la Bourse du Travail. Les responsables confédéraux en tête de cortège, les membres de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB et de la CESUB ont arpenté les bitumes de Cotonou le long du grand carrefour de l'avenue Sténèse et à Saint-Michel. D'un premier point de vue, c'est un retour des libertés au pays. Je crois qu'on va enfin reconnaître que c'était un accès de fièvre. L'accès de fièvre est tombé. Je crois que le préfet a compris que le bon sens, c'est de laisser les gens s'exprimer, de marcher, de dire ce qu'ils pensent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère qu'au finish, le pouvoir va décrypter les signaux qu'on lui envoie. Enfin, la liberté est revenue. Je pense que oui, on est sur la bonne voie. Ce n'est pas terminé, mais c'est un gros pas. C'est un grand pas que nous venons de franchir ce matin. Et je pense que ça donne l'espoir que si on est mobilisé, quand on est déterminé, quand on a la raison pour soi, quand on défend la liberté publique, il faut aller loin. Nous sommes allés loin, nous avons été mobilisés, déterminés. Et voilà le résultat. C'est le retour triomphal de la liberté. Parce que la liberté ne peut pas être confisquée. Et pour nous, on est dans le début. Le long du parcours, les travailleurs ont exprimé leur mécontentement. Les divers cris de cœur tournent autour de l'amenuisement du pouvoir d'achat. Il y a la cherté de la vie. Les femmes du marché, les marchés nouveaux qu'on construit aujourd'hui ne sont pas informés de notre sort. Ce qui va se passer, le Dantopa est là, on a dit qu'on va déloger Dantopa, on va déloger Dantopa, on n'en dispose pas, mais comment? On a faim, n'hésite-t-il pas à scander en chœur. La procession de revendication échoue à la place de l'Étoile Rouge. Nous avons faim. Ils n'ont pas faim. Ils se taillent la part de géants. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. Non, maintenant nous avons plus l'espoir. Et on n'a pas encore fini de pouvoir. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte? Mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles? La fêtière régionale des syndicats, la CSI Afrique, a soutenu la manifestation de ce 11 mai à travers une adresse au président de la République du Bénin, lue à l'occasion. Déjà, la négociation rompue est en voie d'être reprise. Une rencontre entre gouvernement et partenaires sociaux s'annonce pour le jeudi 23 mai prochain. Voilà donc l'ambiance qui a prévalu dans les rues de Cotonou samedi 11 mai dernier. En image maintenant pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises dans sa mission de coaching, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a lancé l'initiative Mise sur moi. Il s'agit d'un nouveau mécanisme institutionnel visant l'orientation des chefs d'entreprise par le renforcement de leurs capacités. C'est une première édition qui est soutenue par la GIZ et a connu la participation des entreprises venues de 4 départements du Bénin. On va finir avec ce dernier reportage, la phase finale des journées culturelles au complexe scolaire et universitaire clé de la réussite. C'est un moment de réjouissance et surtout de reconnaissance de mérite. Les meilleurs apprenants sont repartis avec des lots d'encouragement tels que des ordinateurs portatifs, des motos
et bien d'autres lots. À Siongmo Kanyi, à Siongmo. Chaque année, il en fait un peu plus le complexe scolaire clé de la réussite en matière de journée culturelle. Une ultime étape le samedi 4 mai qui a réuni les 3 sites du complexe, Begame et Zobouhwe de Cotonou, puis Abomey-Calavi. Au menu, chorégraphie, défilé de mode, interprétation, sketch, tout pour révéler les talents qui dorment en ces apprenants, et cela devant un jury rigoureux et au terme de 5 heures de prestation, les résultats à la satisfaction des uns et des autres. Les journées sportives, culturelles et artistiques, nous sommes là aujourd'hui par le carnaval intercite qui vient primer Calavi premier, Begame deuxième et Zobouhwe troisième. Pendant des heures, les élèves du complexe ont égayé le public qui en voulait davantage. Outre ces prix, la direction générale du complexe clé de la réussite n'a pas oublié les élèves méritants. Nous avons joint l'utile à l'agréable. Les élèves qui ont mieux travaillé au CAP l'année passée, au BPC et au baccalauréat ont été aussi primés. Donc c'était l'occasion de remettre officiellement les prix au premier du Bénin au CAP, les prix au deuxième du Bénin au bac G2. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire. Et déjà, le complexe scolaire clé de la réussite a pris ses dispositions pour de meilleurs résultats. Nous profitons pour exhorter les autres élèves à se battre, à suivre attentivement les travaux dirigés qui commencent dès le lundi 11 pour pouvoir préparer sérieusement le BPC et le lundi 20, ce serait le bac. Et lors des TD spéciaux, nous allons travailler à fond, revenir sur les points essentiels et roder un peu les élèves par rapport aux cas typiques. Le complexe clé de la réussite a toujours œuvré pour l'émulation de ses apprenants, une méthode dont les résultats parlent d'eux-mêmes au plan national. Voilà, merci à vous, à Siongmo Kanyi, à Siongmo. Je vous retrouve demain, mesdames et messieurs, pour le même exercice. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous, Tété Goudala, pour la présentation de votre bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Kanyi. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous en information sur Canal 3 à Bénin à 11h et 16h. C'est le rendez-vous des bulletins. À 13h, à 19h30, 22h30, ce sont les grandes éditions. Vous prenez donc le rendez-vous. Eh bien, pour l'actualité d'ici et d'ailleurs, voici chez vous maintenant l'actualité des sports. Sport Matin. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Allez, Mouni, bonjour.
Bonjour Tanguy. Le Bénin qui s'illustre à nouveau, eh bien avec une discipline qu'on a présentée par ici. Hein. C'est une bonne nouvelle, et bien parce que le kickboxing, pour être précis, a permis au Bénin de s'illustrer à l'international. C'était une performance XL, vous dites? Oui, Tanguy, je le confirme, c'est un KO écrasant au premier round qu'a réalisé le kickboxer béninois Arnold Noatim pour son premier combat international, s'il vous plaît. Un jeune béninois de 30 ans qui découvre la discipline il y a moins de 2 ans et qui voilà déjà représente le Bénin à ce rendez-vous international, la African Open Combat en Côte d'Ivoire, et qui met une fois encore le kickboxing béninois au devant de la scène dans la sous-région. Arnold Noatim, c'est du 1,80 m. Il a terrassé sans repli son adversaire ivoirien Amangoua Django, hein, vous entendez bien sûr le nom, dans la catégorie des 85 kg. Suivons ici ensemble en 60 secondes comment on en est arrivé à ce chaos dès le premier round. C'était ce samedi 11 mai au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire. Assez surprenant, hein? On ne s'y attendait pas de voir donc Arnold Noatim réaliser cette performance, comme on le disait, INSL, battre son adversaire au premier round sur par KO avec ce combat. Ça fait donc 5 combats pour le jeune béninois. Sinon, avant ce combat-là, ça faisait 5 combats, dont 5 victoires et 0 défaites pour le jeune béninois. Sur les images, vous verrez bien entendu, il a reçu sa ceinture. Donc, après cette victoire qu'il a remportée sans grande difficulté face à son adversaire qui était bien entendu à domicile en Côte d'Ivoire. C'était au palais de congrès à Abidjan, de Treichville à Abidjan. Et donc pour la toute première édition, c'est donc le Béninois qui remporte la catégorie des 85 kg dont il a la possibilité de maintenir la ceinture en cas de victoire pour la prochaine édition, puisqu'il faut remettre la ceinture en jeu. Et Ali, on va parler d'une autre bonne nouvelle aussi, hein? Noël Yarigo qui est qualifié pour les JO de Paris 2024. Oui, Tanguy, la bonne nouvelle, c'est que le Bénin n'ira pas aux Jeux Olympiques grâce au principe d'universalité en athlétisme. La guépard de la Pandjari, l'Amazone béninoise, l'a promis lors de son retour au pays pour présenter sa médaille de bronze remportée lors du championnat du monde en salle aux 800 mètres, bien entendu. Et ces choses faites depuis vendredi dernier à la Diamond League de Doha pour le compte de 2024. La spécialiste béninoise de 800 mètres a terminé 3e avec un chrono d'1 minute 58 secondes 70 centièmes, l'un de ses meilleurs chronos d'ailleurs pour les 800 mètres, l'un de ses meilleurs chronos pardon pour les 800 mètres. Et donc Noélie Arrigo est qualifiée pour les Jeux Olympiques en attendant donc l'autre béninoise, l'Amazone, bien entendu, celle qu'on appelle Odile Aranrano, spécialiste de l'heptathlon. Une autre brève avant d'ouvrir la page consacrée au football. Ceci porte sur le programme de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo. Il s'agit bien entendu d'une formation de niveau 1 initiée au profit des formateurs grâce à l'appui du Comité national olympique et sportif béninois. La formation a effectivement démarré hier dimanche 12 mai 2024 dans la ville de Posotomé. Pour le dérouler, c'est un expert tunisien, Faisal Soula, qui est dépêché au Bénin pour assurer cette formation. 15 stagiaires retenus par la fédération prennent part à ce séminaire en présentiel, laquelle sera majoritairement
basé sur la phase pratique, puisque l'étape théorique a été suivie déjà en ligne. La formation est un programme de développement du système sportif national. Elle dure 7 jours. Et il faut souligner qu'à l'ouverture, il y avait les cadres de la fédération, le représentant du ministre des Sports et le secrétaire général du comité national olympique, que vous reconnaissez bien entendu sur l'image, Fernando Hessou. Vous l'avez dit, hein, on passe maintenant au football. Oui, on va passer au football et parler donc des résultats du week-end avec la Super League professionnelle. Dans la 16e journée a été disputée ce week-end. Entre autres résultats des différentes rencontres, Dynamo d'Abomey qui s'est imposé à l'extérieur. C'était face à l'équipe de l'association sportive de Cotonou, 1-0 pour les Aboméens qui prennent le dessus sur leur adversaire. Dadja FC s'impose également sur le même score, 1-0 face à Aspac. 0 but partout entre la jeunesse sportive de Pobet et Damissa Football Club. Espoir et Requin FC de l'Atlantique se séparent également 2-2. Score nul et vieille, 0 but partout. Baniganse et Ayema, quant à eux, se séparent aussi sur le score de parité. Là, il y a eu but, mais certes, les deux équipes se partagent les points, 1 but partout. Score identique entre les Dragons de l'OM et AS Takone Tanguy. Il faut préciser que ça fait donc 4e sortie pour les Dragons et c'est la première fois que la formation de Wemenu engrange 1 point sur 4 journées. C'était, je dirais, une mauvaise entame de la seconde phase du championnat pour l'équipe des Dragons. Coton s'incline à domicile face à Lotto Popo. 1-0 pour les Lotto Boys qui s'offrent une belle option pour le titre. L'Union sportive des Cavaliers de Niki Souma Sport, quant à eux, c'est pas 2-2. Score de parité, 2 buts partout. On descend d'un cran pour parler maintenant de la Ligue Pro Suite pour les équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour la Super League professionnelle du Bénin au niveau de la zone A et B, la zone septentrionale et la zone centre du pays. AS Tonnerre s'est incliné face au Buffle FC du Borgou, 1 but contre 3. Panthère s'incline à domicile face à Rodio, 2-1. Dynamo FC de Parakou s'impose à son adversaire donc de Real Sport dans ce derby paraquois, bien entendu, même si désormais le Real Sport évolue du côté du centre du pays. 2-1 pour Dynamo FC de Parakou. Abeille FC s'incline face à Dynamique FC de Djougou, 2-1. Victoire surprenante, bien entendu, pour la formation de Dynamique. Et puis Beke qui s'impose à son adversaire Soleil FC, 1-0. Au niveau de la zone C et de la zone sud du pays, Jeffa et AS Police se séparent 2-2, 0 but partout. Il faut préciser que dans cette explication, Jeffa s'est offert les meilleures occasions sans pour autant avoir, je dirais, de réussite. Avant Sport prend une belle option, 3-0 face à Aziza, même si la formation reste toujours dans la zone rouge. ASVO s'impose 1-0 face à l'équipe des forces armées béninoises, Adidja FC. Il faut noter la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou, 1-0. Score étriqué face à la formation d'Ainovi FC. Et puis on finit par la défaite de l'Étoile filante. C'était à domicile à l'Université de Mekalavi, 2-1 face à l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida Tanguy. Et là, c'était les hommes. Hein. On va parler des dames maintenant. Oui, bien entendu, avec le football féminin dont les rencontres des dernières journées de phase zonale ont été disputées. C'était hier, mais avant cette journée, l'équipe de l'élite AC qui trône en tête de la zone B était déjà qualifiée pour l'ultime rencontre de la saison. Mais au niveau de la poule A, il faut préciser que c'est Ainovi qui était leader, mais qui avait besoin ne serait-ce que d'un match nul pour se qualifier. Ainovi qui est habillé en maillot orange noir. Hier donc était face à l'équipe, face à une autre équipe, l'équipe qui était avant-dernière au classement général, mais à l'arrivée à Inovi réussit à s'imposer sur le score de 3-0 après l'ouverture du score 1-0 en première mi-temps. La formation donc conduite par le coach Joseph Adebayo s'est imposée. Bien entendu, ça c'était le 3e but Tanguy. Joli contrôle s'est imposé donc sur le score de 3-0 comme je le disais, et c'était à la 78e minute et la 93e minute que les deux derniers buts sont intervenus pour cette formation d'Ainovi qui s'impose donc à son adversaire du jour lors de cette rencontre pour la dernière journée du championnat au niveau de la zone. Vous avez vu ce but là. Et puis voilà, l'adversaire c'était Aigle Royal qui n'a pas su faire grand chose face au leader. Donc Ainovi termine leader de cette compétition et va affronter Tanguy d'ici 2 semaines la formation d'élite AC à Grand Popo pour ce qui concerne la finale. On va suivre l'entraîneur de cette formation. Il s'agit bien sûr de Joseph Adebayor qui nous fait le point de cette dernière rencontre disputée.
Le final ne me plaît pas. Comment ça, final contre élite là. Par la gare, moi je suis à l'aise. Je sais que les championnats de cette saison, c'est pour nous, c'est pour une vie. Moi je ne peux pas d'élite. Mais il peut aller amener tout au choix là, tout ça là. Moi je sais que cette saison là, Dia a écrit ça et c'est pour une vie. Je vais connaître un peu de les jeux quoi. Parce que je vais suivre les matchs d'élite cette saison 2 fois quoi. Donc je sais comment je vais planifier mon équipe le jour là. Comment on va jouer contre l'élite. Je sais comment on va jouer contre l'élite. Parce que au moins je connais quelques joueuses là-bas quoi. Allez, la finale, ce sera le 26 mai prochain, donc du côté de Dompopo, comme tu le disais, et la fiche finale du championnat féminin de première division mettra aux prises l'équipe d'Ainovi FC, leader, sinon champion de la zone A, face au vainqueur de la zone B, qui sera bien entendu Elite AC2 par rendez-vous est pris donc Tanguy la semaine prochaine. Bien signé. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni, pour ces informations sportives. Bonne journée. Hein. Merci Tanguy, à demain. Mesdames et messieurs, voici notre invité. Notre invité ce matin, Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, membre du parti Bloc républicain. Monsieur Degla, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin et merci surtout d'avoir accepté d'évoquer avec nous la position du Bénin dans cette crise qui l'oppose, crise diplomatique bien évidemment, qui l'oppose à son voisin, le Niger. Honorable, vous trouvez juste la décision de la Marina de bloquer le pétrole du Niger à Sémékodi? Pourquoi? Merci pour cette occasion que vous m'offrez. Occasion au cours de laquelle j'aurai quand même si c'est un peu de temps, à m'exprimer sur cette situation qui met à mal les relations, il faut le reconnaître, entre deux pays qui ont des relations vieilles plusieurs siècles, faut-il dire. De plusieurs siècles, des relations fraternelles, commerciales, économiques de toute nature. Mais avant de commenter la décision prise par le gouvernement béninois, il est bon que je rappelle quelque chose, c'est que le Bénin s'est toujours positionné comme un pays ouvert, un pays fraternel vis-à-vis de ses voisins. Nous avons, de par le passé, mené une politique de bon voisinage. Je vous rappelle que lorsque il s'est agi du problème de l'été avec le Niger, et quand la Cour de justice a décidé, a tranché en donne des faveurs, le Bénin sans tapage s'est soumis, s'est plié à la décision de la justice internationale. Nous avons des litiges avec tous les pays qui nous entourent en ce qui concerne nos frontières. Nous n'avons pas crié quelque part que cela mettait en mal nos relations. Mais dans le cadre, n'est-ce pas, des mesures prises par la communauté à laquelle nous appartenons, qui est la CEDEAO, le Bénin ne pouvait pas faire l'enfant discipliné. Nous sommes alliés donc, dans cette logique-là, et nous avons, comme ça a été demandé à tous les pays de le faire, nous avons fermé les frontières avec le Niger. Ça n'a pas été de gaieté de cœur. C'était difficile à le faire parce que nous connaissons les relations privilégiées qui existent entre nous et entre le peuple nigérien et celui du Bénin. C'était fait. Mais retenez également que le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, a été l'un des tout premiers également à dire il y a un temps pour les sanctions et un temps pour le dialogue. Avant même que la CEDEAO ne se réunisse pour lever les sanctions. Nous avons déjà fait sentir notre position vis-à-vis de la situation telle qu'elle perdurait. Mais le Bénin, aussitôt la CEDEAO réunie, aussitôt après la décision de la CEDEAO, nos frontières étaient ouvertes. Elles ont été ouvertes. Nous attendions que nos frères, de l'autre côté du fleuve, ouvrent aussi la frontière. Ouvrent aussi, parce que nous en avons tous perdu. Nous en avons perdu, mais eux aussi, ils en ont perdu énormément. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de nos populations que la situation continue à s'empirer. Depuis 2 mois,
nous sommes dans l'attente, nous cherchons à savoir les raisons qui motivent cette situation-là. Lorsque l'État béninois apprend que des navires devaient arriver à ses mains pour venir récupérer le brut nigérien. En 2019, les deux gouvernements, l'État béninois et l'État nigérien, ont conclu un accord. Il y a eu un contrat pour que le Bénin cède partie de son territoire à la construction des pipelines. Alors, cela s'est fait dans de très bonnes conditions jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. Maintenant, la mise en ligne de cet ouvrage devait commencer, mais au même moment, nous souffrions que les frontières soient restées fermées. La raison que donne la partie nigérienne, que vous avez tous suivi, c'est que le Bénin aurait violé les accords, aurait violé un article du contrat. Mais la bonne foi aurait recommandé également que lorsqu'on parle de l'article 3.3, qu'on parle également de l'article 23.1. Parce que l'article 23.1 de son contrat dit que les parties contractantes, donc le Bénin et le Niger, devaient s'engager à créer des conditions de coopération fructueuses devant permettre l'exploitation du pipeline. Est-ce que le Niger nous a permis, ensemble avec le Bénin, de créer une coopération agissante, fructueuse qui permette cela? Honorable, ça me plaît bien cette historique que vous aviez faite. Il faut rappeler d'où est-ce que les choses sont parties. C'est-à-dire qu'il y a eu coup d'État en 26 au Niger, à Niamey. Le chef de l'État béninois se déplace à Abuja pour voir son voisin président d'exercice de la CEDEAO. Et quand il sort de l'entrevue, les tons sont martiaux, pratiquement à la menace. Des jours après, ou quelques jours après, on a mobilisé les chefs d'état-major des différents pays membres de cette organisation-là, dont celui du Bénin, pour promettre une descente militaire sur Niamey. Quand on a fini de faire ça, on a fermé aussi les frontières. On a même pris une décision au niveau du port autonome de Cotonou pour suspendre l'arrivée des produits en direction du Niger. Quand on a fait tout ça face à un pays voisin, vous ne pensez, ou enfin un pays frère, vous ne pensez pas que tout de suite il va se défâcher et ouvrir les frontières tout de suite? Alors, je vais rectifier quelque chose. Ce n'est pas le Bénin. Le Bénin est un pays membre de la communauté, membre de la CEDEAO. Tout comme le Togo d'ailleurs, qui n'a pas obéi. Mais les deux pays n'ont pas les mêmes positions vis-à-vis du Niger. Oui. Le Nigeria et le Bénin sont le seul pays frontalier du Niger. D'accord? Lorsque le chef de l'État allait voir le président de la CEDEAO, il n'est pas allé voir Tinubu, il allait voir le président en exercice de la CEDEAO. Et les présidents de la CEDEAO se sont réunis à plusieurs reprises et ont convenu qu'il fallait tout faire pour que la démocratie revienne au Niger. Mais écoutez, lorsqu'on a connu ce qui s'est passé au Burkina, d'abord au Mali, en Guinée-Conakry, et ensuite au Niger, il est à craindre que toute la zone soit déstabilisée. Est-ce que l'instance chargée de gérer, même si c'est économiquement, qui a quand même parce qu'on ne peut pas gérer l'économie sans parler de la politique, que cet ensemble-là, à CEDEAO, puisse rester sourd, aveugle à ce qui se passe? Mais non, c'est dans ce cadre-là que les pays de la CEDEAO ont dit, mais c'est trop pour en moins de 2 ans que 4 coups d'État se réalisent dans nos pays, dans le continent. C'est comme si, dans notre région, c'est comme si notre zone prenait un coup dans son développement. Et cela n'est pas bon pour l'image et pour la santé économique. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la réaction des chefs d'État. Mais je dis, nonobstant cela, est-ce que le chef de l'État béninois, est-ce qu'il n'a pas été le premier, à dire qu'à un moment donné, il fallait retourner à la table de négociation?
Si après 2 mois qu'on a ouvert les frontières, honorable, la diplomatie béninoise n'a pas réussi justement à faire changer d'avis aux frères nigériens, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Est-ce que ça doit être forcément par le temps qu'on peut régler ça? Non, vous savez, c'est dommage que nos frères du Niger veuillent faire du Bénin le fonds de commerce de leur existence. Ah bon? De leur existence. Oui, je le dis parce que les arguments qu'ils évoquent, j'avoue, ne convainc. Je ne sais pas si ça parvient à convaincre les propres Nigériens eux-mêmes. Dire que le Bénin est infecté de bases militaires françaises, oui, et que ça n'assure pas la sécurité. Et que ça n'assure pas la sécurité. Vous voyez, je m'en tiens, je vais me référer simplement à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, qui a dit que le Niger était libre. D'abord, dans notre pays, c'est le second pays du Niger. Les populations du Niger. Les Nigériens sont très nombreux dans notre pays. Ils sont dans toutes les zones du Bénin. Ils peuvent assurer et dire si vrai ou faux ce que dit le Premier ministre nigérien est fondé en ce qui concerne la présence de bases militaires. D'agents de renseignement français. Voilà. Vous savez, il a été clair, il a dit, mais pour notre propre sécurité, nous avons besoin de sécuriser nos frontières. Vous savez, lorsque les djihadistes, les terroristes ont envahi ces pays-là, leur priorité, c'était tous d'aller vers la zone de 3 frontières. C'était la zone des 3 frontières qui était leur priorité et ils ont délaissé la partie sud. Nous avons frontière avec le Niger et avec le Burkina Faso. Ces pays-là ont abandonné leur base arrière. Et les terroristes qui sont là, sont ceux-là qui de temps en temps font des incursions dans notre pays. Est-ce que le Bénin va accepter que, après Porga, que ces gens-là, qu'on dise à Porga, qu'il y a eu à Porga des incursions, à Banikwa des incursions, à tel endroit des incursions, et que ça c'est à nos frontières. Et il n'est pas normal que notre pays prenne des dispositions pour sécuriser cette zone. C'est ce que fait notre pays, et c'est ce qu'eux aussi font. Il faut la même chose. Pourquoi le Bénin n'engage pas alors une discussion afin de permettre à une délégation nigérienne de venir constater les actions qui se font, ou bien même de mettre sur pied une équipe, comment je peux dire, multilatérale qui assure la sécurité? Vous savez que le Niger... On envisageait cela avec le Burkina Faso. Vous savez que le Niger, oui, justement, en ce moment, au moment où le chef de l'État s'est rendu à 2 reprises au Burkina Faso, c'était pour éviter que la situation du Niger se produise. D'accord? Mais lorsque ce qui est arrivé au Niger, c'est peu de temps après qu'ils ont décidé de leur retraite de la CEDEAO. Donc, eux-mêmes se sont refusés l'interlocuteur que constitue le Bénin, pays de la CEDEAO. Donc, dans ce cadre-là, quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons engager véritablement les négociations avec nos frères, qui considèrent d'être nos frères? Mais ce qui pensent, il faut attendre, ils sont en sécurité, bien sûr, mais ils ont peur que nous ayons sur notre territoire des instructeurs français. Mais nous n'avons pas peur qu'ils aient sur leur territoire des instructeurs d'autres pays. Est-ce que c'est normal ça? Ça ne se comprend pas. Ils sont dans un régime exceptionnel. C'est bien normal qu'ils soient frileux, non? Mais nous aussi, pour le bien-être de notre population, c'est tout à fait normal que nous soyons conscients, que nous soyons préoccupés par leur sécurité. Est-ce que ce n'est pas une décrédibilisation de la signature de l'État béninois quand il décide unilatéralement comme ça, dans un contrat, de mettre embargo sur le pétrole brut nigérien? Et je vous ai rappelé que l'article dont vous faites référence a en face et à côté de lui un autre article, qui est le 23.1, qui précise les conditions dans lesquelles l'exploitation de ce pipeline peut se faire sans embâche, que les parties contractantes s'engagent dans un cadre de coopération fructueuse. Et là, nos partenaires ne le font pas. Pendant qu'ils refusent que le pétrole, et pendant qu'ils refusent que les marchandises en provenance du Bénin aillent sur leur territoire, ils ouvrent largement le long de leurs frontières aux produits vivriers béninois.
Vous comprenez? Mais ça, c'est l'exploitation informelle. On ne va pas dire que c'est les autorités qui permettent cela. Mais ça, bon, écoutez, alors là également, lorsque nous avons... Il a fait référence à l'interdiction de l'exportation des produits vivriers. Il a fait référence à cela. Donc, c'est une préoccupation déjà à son niveau, puisqu'on n'en a fait qu'à. Mais nous, vous savez que la lutte contre... Les manifestations contre la vie chère dans certains pays ont débouché sur des coups d'État. Ah oui, la déstabilisation, notamment au Soudan et tout. Mais donc, nous ne pouvons pas permettre, que nous produisons assez pour nourrir nos populations et que pour une politique qui est la leur, ils aient des difficultés qu'ils ne connaissent pas que le peuple nigérien a des problèmes en matière en matière alimentaire. On va parler de ça tout à l'heure. Une dernière question concernant toujours le contrat. Et s'il n'y a même porté plainte contre le Bénin? Non, vous savez, il est prévu que en cas de litige, on puisse régler ça à l'amiable par voie diplomatique. Et 6 mois après, s'il n'y a pas d'accord, se référer à la Cour commune de justice de l'Ouada. Voilà ce qui est prévu. Et si le Niger le faisait, on va répondre là-bas? Mais nous allons répondre, nous avons toujours répondu. On est sûr de ne pas y perdre des plumes. Mais nous sommes convaincus que ce que nous avons fait, ce qui a été décidé par le gouvernement béninois, c'était la bonne démarche. Alors, la Marina a aussi pris une décision, j'avais promis qu'on y revienne, d'interdire l'exportation de son maïs vers le Niger. D'ailleurs, même le chef de l'État, lors de sa dernière sortie médiatique, disait si nous sommes ennemis, notre maïs ne peut pas, doit être aussi donc ennemi. Est-ce que cela ne donne pas l'impression qu'on est en train de s'acharner? La décision ne dit pas interdiction d'exportation de maïs, maïs et autres, mais le Niger. Oui, mais le chef de l'État lui-même a dit si nous sommes des ennemis, c'est que notre maïs aussi est votre ennemi. Ça veut dire qu'il met l'accent fondamentalement sur le mouvement vers le Niger. Non, vous avez parlé tout à l'heure du décret qui interdit l'exportation de produits vivriers à partir du Bénin vers les autres pays. Donc, on n'a pas indexé le Niger principalement. Nos produits, notre maïs se retrouve au Nigeria, se retrouve au Burkina Faso. Même d'autres produits se retrouvent au Togo. Mais alors, pendant ce temps, vous avez suivi ce qui s'est passé peu avant le 1er mai, le mécontentement des centrales des confédérations syndicales qui voulaient manifester contre la vie chère. Et vous avez suivi le 11 dernier. Le motif, c'était quoi? La vie chère. Mais pendant que le peuple, est-ce que le gouvernement peut rester sourd à cela? Nous produisons suffisamment en matière de maïs. Nous produisons suffisamment. Alors là, parfois 2 fois ce qu'il nous faut pour nous nourrir. Malheureusement, le maïs coûte excessivement cher sur le marché. C'est dû à quoi? C'est dû à cette situation-là où une quantité impressionnante de produits vivriers se retrouve en dehors de nos frontières. Mais ça, le gouvernement il est obligé de taper sur la table et de prendre les décisions qui permettent de contenir nos produits sur le territoire afin de nourrir prioritairement les Béninois. Est-ce que vous pensez que ces différentes actions-là vont vraiment obliger Niamey à ouvrir ses frontières? Écoutez, c'est un État souverain et qui mesure l'ampleur de la situation. Vous savez, on a entendu beaucoup de commentaires. Le Bénin, depuis une dizaine d'années, se bat et s'en sort sur le plan économique, sur le plan de son développement global. Le Bénin s'en sort. Et nous n'allons pas refuser que l'exploitation du pipeline permettrait d'engranger beaucoup de sous. Mais je rappelle également que c'est un peu brésilien. C'est un peu brésilien qui n'a pas pendant 10 ans connu de pipeline, mais qui fait des merveilles. Il y en a dans la sous-région qui fait non pas d'uranium, non pas d'or. Pourtant nous avançons. Notre intérêt serait que le peuple du Niger, les dirigeants nigériens prennent conscience. Je voudrais demander de prendre conscience de la situation parce qu'ils ne punissent pas le Bénin. Le Bénin, je l'ai dit, le Bénin tient debout. Et nous avons vécu pendant longtemps, très longtemps, sans les retombées du pétrole nigérien.
je répète encore que nous ne crachons pas là-dessus, mais dans l'intérêt de nos peuples qui souffrent, il serait bon qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Est-ce que toutes les voies sont explorées maintenant? Là, maintenant, on a le ton qui est vraiment monté, alors qu'il y a quand même d'autres voies qui sont possibles à explorer. On a le Parlement de la CEDEAO, par exemple, l'espace UEMOA où on discute des questions économiques et des rapports douaniers entre les pays. On peut passer par ces voies-là. Non, si les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays ne peuvent plus parler, on peut faire recours à ces instances. Oui, ça tout est. Écoutez, ce n'est dans l'intérêt d'aucun de nos États de voir la situation perdurer. Et je ne vais pas dire ici, je n'ai pas la compétence, et quelles sont les voies utilisées aujourd'hui, les démarches qui sont prises. Je rappelle simplement qu'il y a un troisième intervenant dans cette affaire qui est la Chine, qui est propriétaire en fait du pétrole et du pipeline. Donc pour un investissement aussi colossal, je crois que la Chine ne va pas laisser les choses en l'état et que... Elle dit quoi? Vous avez entendu? Non, la position de la Chine. Vous savez, il y a la diplomatie silencieuse et qui est parfois très efficace. Et nous pensons que en la matière, la Chine a les compétences et que d'ici là, certainement, nous allons trouver la solution. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette rumeur qui vient du Niger, qui dit qu'ils peuvent, comme d'ailleurs ils l'ont fait avec le port de Cotonou, contourner et aller vers Lomé? Le contexte est différent. Je rappelle que en 2009, le plan initial, c'était de construire le pipeline via le Nigeria. Et pour les problèmes de sécurité, Boko Haram et tout, il a fallu attendre 10 ans pour signer l'accord avec le Bénin. Donc ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a ce que disent les rumeurs, il y a ce que disent les réseaux sociaux, mais cela n'engage que ceux qui en font la publication. C'est vrai que le temps est parti, mais j'ai envie de vous arracher 2 mots sur la situation sociopolitique, la situation sociale, la tension sociale au Bénin. Honorable, les députés, enfin pas les députés, les syndicalistes ont voulu marcher par 2 fois, on les a empêchés. Finalement, ils ont marché samedi dernier. D'abord, les empêchements, les perturbations qu'ils ont observées, et puis la marche de samedi. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'élu du peuple? Ce que je voudrais dire, c'est saluer les confédérations syndicales qui ont compris que dans un État, on peut pas... Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. La première tentative, je crois qu'elle a reçu le refus du préfet. Le refus n'était pas clair. Attendez, mais justement parce que la procédure aussi n'était pas claire, la procédure engagée aussi n'était pas claire. Vous savez, la police, dans son rôle régalien, a tellement d'actions, d'activités à mener qu'on ne peut pas se lever comme ça et dire, voilà, nous allons marcher. Parce qu'on veut distraire la police, peut-être d'enjeux importants, qu'elle s'est fixée dans le même délai. On a dit, vous avez le refus, la lettre du préfet qui disait que on ne peut pas, on ne pourrait pas permettre cette marche pour des raisons de sécurité. La sécurité de la police, certainement, était sur d'autres fronts et ne pouvait pas abandonner ce qu'elle avait à faire pour s'occuper de la marche. Elle a eu le temps de se mobiliser. Le jour là, pour empêcher la marche. Mais écoutez, lorsque vous refusez de respecter la loi de la République, vous mettez en travers, et là, malheureusement, vous tombez sous le coup de la loi. Ce qu'il faut noter, qui est le plus important aujourd'hui, c'est que la marche s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Ils en sont heureux, ils l'ont témoigné eux-mêmes. Je crois que c'est ce qu'il y a à retenir. Et la vie est chère, honorable. La vie est chère, elle est chère partout, malheureusement. C'est pas propre au Bénin. Nous avons... vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que la lutte contre la vie chère, les manifestations contre la vie chère sont parfois... source de bouleversements sociaux et politiques. Vous savez, il y a un pays, bon voilà, dans la sous-région, il est développé et tout, mais on dit qu'on ne mange pas le goudron là-bas. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et avant de venir, et ce matin, j'ai lu des articles. Vous avez suivi, il y a un ancien président qui voudrait revenir, qui veut faire son camp. Laurent Gbagbo. Voilà, et vous avez suivi. Il est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire la lutte contre la vie chère. Donc c'est partout pareil.
il y a un contexte international qui fait que le monde traverse une crise. Mais chaque pays va... Chaque pays... Une solution. Voilà, c'est dans la recherche de nos solutions, c'est dans la recherche de nos solutions que nous avons interdit, n'est-ce pas, que nos produits... Parce que c'est ça. Benoît Lenga, merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du Parti Bloc républicain. Vous étiez sur ce plateau pour évoquer la situation entre le Bénin et le Niger. Merci d'être passé. C'est moi. Bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs.
Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur air froid inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Bonjour. Bonjour. Les rapports à nouveau tendus entre le Niger et le Bénin, accusation d'un côté, demande de retour à la table de discussion de l'autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Adversité, mépris et discours peu conciliateurs. Tanguy, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport à l'attitude de la junte au pouvoir à Niamey vis-à-vis du Bénin suite au dernier développement de la crise entre le Bénin et le Niger. Au demeurant, lorsque cette crise est née, l'on a reproché en tout cas, Tow a raison au Bénin, particulièrement à Patrice Talon, son président, d'avoir pris une position plus ou moins radicale dans cette affaire. On lui avait reproché, même condamné son discours trop martial dans l'application d'une décision prise par ses pairs de la CEDEAO. On l'a voué aux gémonies pratiquement en interne et plus encore dans le ciel nigérien. Le Bénin a payé un lourd tribut dans ce bras de fer qui opposait le Niger à l'institution sous-régionale, surtout au plan économique. Cela s'est passé pendant des mois, jusqu'au moment où le salut semble venir avec la levée des sanctions par la CEDEAO. Mais du côté du Niger, cette opportunité de résolution d'une crise qui n'a que trop duré a été saisie à nouveau pour radicaliser les positions. Conséquence, les frontières terrestres restent fermées de l'autre côté aux grandes dames des peuples, des deux peuples, j'allais dire, frères et amis, depuis des siècles. Il y a comme un comportement de celui qui ne veut pas entendre raison développé par les militaires au pouvoir au Niger, ce qui n'offrait pas du tout d'autre choix au Bénin que d'attendre et d'observer les autorités nigériennes qui n'avaient plus de raison de garder les frontières fermées après la levée des dites sanctions. L'argument brandi qui consiste à dire que le Bénin abritait des bases d'espions français semble à tout point de vue un peu exagéré, ne peut constituer un mobile valable pour rester dans le jusqu'au boutisme qu'ils ont pris comme option. Et la trouvaille côté béninois, eh bien, côté béninoise, c'est ce blocage de l'exportation du pétrole nigérien à travers ses eaux. Une décision qui, à mon avis, appelle à plusieurs interprétations, dont la plus évidente est de forcer la main aux autorités nigériennes à revenir à la table de dialogue afin de juguler ce problème qui, politiquement et diplomatiquement, n'arrange aucune des parties, Tanguy. Cette option, de cette autorité de Cotonou, est-ce que c'est la bonne solution, c'est la bonne idée? Les autorités nigériennes, à mon avis, jouent un peu les coriaces, en tout cas pour le moment, celles qui tiennent à la souveraineté de leur État, c'est leur droit, mais leur comportement frise tout de même un manque d'expérience politique qui devrait les amener à assouplir leur position dans un bras de fer toxique pour les deux pays. Les conséquences de la décision de Cotonou se chiffrent en termes de plusieurs centaines de milliards, donc très désavantageuses pour Niamey. Les têtes pensantes qui aident les militaires dans la résolution des problèmes qu'ils ont évoqués en prenant le pouvoir par les armes doivent leur faire comprendre que chacun doit lâcher du lest pour essayer de remédier à ce chaos qui découlerait de leur position trop braquée. Les bases militaires françaises, soi-disant, dont ils ont connaissance sur le territoire béninois qui constituerait une menace pour le Niger, c'est à mon avis des questions dont on peut discuter autour d'une table
resté dans son coin en portant des accusations aussi gravissimes sur le Bénin relève d'une certaine posture de nature à vouloir remettre en cause la souveraineté du Bénin, toute chose qui est inacceptable et ressemble à un alibi pour entretenir une guéguerre futile préjudiciable au rapport entre les deux peuples frères. J'insiste, Cotonou ne veut que la réouverture des frontières terrestres pour que soient relancés les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est un schéma de j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Pour ma part, on va trop loin dans ce bras de fer et les deux côtés, il faut que le moyen soit trouvé pour réchauffer au plus vite les rapports entre les deux pays, surtout du côté de Niamey. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou. William, bonjour. Eric, bonjour. 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 Un autre pas, dois-je dire, dans la tension qui oppose le Bénin au Niger. Ça a commencé depuis pratiquement un an maintenant, au lendemain donc, du coup d'État. Et cela à bord d'une autre tenue, Ulrich Gaba, le Bénin qui décide de mettre embargo sur le pétrole du Niger. La bonne solution? Ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est une des solutions. Comprenez déjà que la tension, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a commencé il y a un peu plus d'un an et le Niger reproche au Bénin sa trop grande fermeté vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'une base militaire étrangère installée au Bénin. Écoutez, une base militaire, ce n'est pas une chambre à coucher, ce n'est pas un bunker, ce n'est pas une résidence privée. Une base militaire, elle peut se définir, elle peut se voir, elle peut se constater. Et quand on a les preuves de ce qu'on avance, il faut les avancer, il faut les montrer à la communauté internationale. C'est aussi simple que cela. Mais quand on veuille simplement avancer des arguments et dire qu'il y a une base militaire ou pas et tout ça, ça, je pense que d'une certaine manière, il y a eu des allégations qui ont été formulées qui n'ont pas qui sont sans fondement, parce que jusque-là, le Niger n'a jamais exhibé des preuves de façon géographique et dire, voilà, nous avons constaté que précisément à tel endroit, avec des positions GPS bien précises pour dire, voilà, nous avons constaté qu'il y a une base militaire française ou américaine à tel endroit. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, dans ce qui veut dire que nous sommes toujours dans des allégations fantaisistes. Ils peuvent avoir les preuves, mais ils n'ont qu'à envoyer les preuves, ils n'ont qu'à exhiber devant la communauté internationale ces preuves. Donc déjà, je pense que c'est juste une fuite en avant. Et quand vous regardez la posture du Niger, d'abord, on parle de la fermeture des frontières par le Bénin, parce que le Bénin n'a fait que respecter des procédures, disons, une décision de la communauté. Et le Bénin fait partie d'une communauté. La CEDEAO a pris sa décision, et le Bénin n'a fait que respecter, tout comme le Nigeria qui a aussi fermé ses frontières. Mais pourquoi doit-on chercher à les pour? Ils ont ouvert leurs frontières avec le Nigeria, mais pourquoi pas avec le Bénin? On constate que le problème est ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, on parle de base militaire. Pendant qu'on parle de base militaire au Bénin, et que le Bénin explique en disant qu'il y a effectivement des militaires, des formateurs étrangers qui sont en train de travailler avec les forces de défense et de sécurité au Bénin. Dans le même temps, on voit des formateurs russes qui descendent au Niger, mais on ne trouve pas qu'il y a une base militaire au Niger. Pourquoi veut-on parler de deux choses en utilisant deux différents termes ou deux différentes terminologies pour pouvoir les expliquer? Je pense que c'est une fuite en avant. Et d'une autre part, quand on exige, parce que moi j'ai entendu le mot exiger, le verbe exiger à un niveau donné, je dis, il faut que les autorités nigériennes, qui de plus sont dans un mandat illégal, illégitime, ne confondent pas un département du Niger et un État souverain. Le Bénin n'est pas un département du Niger. Et il faut que quand il y a réciprocité, il y a rapport de force, il faut qu'on s'assieye sur des bases pour parler. Je pense que déjà, le Bénin a donné sa bonne foi dès que les sanctions ont été levées pour lever sa barrière au niveau de Malanville. Regardez les deux peuples. Quand vous allez à Gaïa ou à Malanville, vous aurez l'impression que c'est les mêmes peuples. Et ces peuples-là ne font même pas la différence. Ceux de Gaïa se disent qu'ils sont béninois, ceux de Malanville se disent qu'ils sont nigériens. Donc on sent une certaine prospérité au niveau des peuples, on sent une certaine harmonie au niveau des peuples, mais au sommet. Aujourd'hui, il y a une sorte de division qui est en train de s'orchestrer, de s'organiser pour pouvoir diviser ces peuples qui, pendant longtemps, sont restés ensemble et qui continuent de rester ensemble. La preuve, vous avez vu comment les vivres béninois passaient les frontières à travers le fleuve Niger. Le Bénin a ouvert sa frontière. Le Niger n'a jamais ouvert sa frontière. Mais pourtant, on passe les produits vivriers du Bénin par le fleuve Niger, c'est-à-dire par voie détournée. On ne va pas dire que les autorités béninoises ne savaient pas. Mais c'est parce qu'elles ont détourné d'une
certaine manière leur regard, tout simplement parce que c'est par cause humanitaire. Parce qu'elles se disent, le peuple nigérien a fait, le peuple nigérien a besoin de ça. D'une certaine manière, on peut fermer les yeux et faire comme si on n'a rien vu. Parce qu'on ne peut pas dire que les autorités béninoises ne savaient pas. Donc, quand on a des preuves que d'une certaine manière, ici, du côté du Bénin, dans le camp du Bénin, il y a eu des ouvertures, il y a eu des preuves de conciliation, mais que de l'autre côté, on rencontre rien que des fermetés. On peut dire que c'est une solution, peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est l'une des solutions. D'ailleurs, nous avons entendu le président béninois qui a dit que les émissaires du Niger qui étaient venus au Bénin n'ont pas été officiellement annoncés par le peuple, par les autorités du Niger. C'est la partie chinoise qui a annoncé leur arrivée. Donc je pense que ça c'est une manière de se foutre, ou du moins une manière de narguer un pays souverain. Un pays qui n'est pas le département du Niger. Je pense que les autorités nigériennes ont plus à gagner à ouvrir leurs frontières, ou plutôt à aller beaucoup plus à la table de conciliation. Nous sommes des peuples frères, nous sommes voisins. Le Bénin a besoin du Niger comme le Niger a besoin du Bénin. Mais il ne faut pas que le Niger se trompe en pensant que ce bras de fer l'arrange, parce que autant, vous l'avez dit, le chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est des milliards qui sont là en paix. C'est vrai que le Bénin perd, le Niger aussi perd. Donc des deux côtés, on va tous payer la peau des fesses. Mais d'une certaine manière, le Niger va plus payer que le Bénin. Et on sent déjà que l'argument est tout trouvé. On estime que les clauses sont claires et que même si éventuellement il devrait y avoir quelqu'un devrait intervenir, ce serait peut-être la partie chinoise. La partie chinoise peut intervenir pour un peu clarifier la situation ou carrément atténuer les problèmes des deux côtés. Mais il faut tenir compte d'une chose. La Chine n'est pas en Afrique. Et la Chine n'est pas à côté du Bénin. D'une certaine manière, le Niger aura toujours besoin du Bénin et le Bénin aura toujours besoin du Niger. Et aujourd'hui, regardez les transporteurs. Tous ceux-là qui sont actuellement là et qui attendent que les frontières soient ouvertes pour reprendre les activités avec le Niger. Donc, on peut dire simplement que les autorités nigériennes doivent revoir leur politique. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on sent qu'il y a une sorte d'amateurisme politique. Et je ne dirais pas seulement amateurisme politique, il y a aussi l'amateurisme diplomatique. Parce qu'on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas s'apprécier, mais on va à la table des négociations, on échange et je défends mes intérêts, tu défends tes intérêts. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aux autorités du Niger. Pour moi, c'est une solution. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais ça reste une solution. Eric, je pense que ce n'est pas sérieux pour un État qui dit se battre pour sa souveraineté, de porter des accusations sans l'ombre d'une preuve sur notre État. Quand je vois un peu comment ça se passe entre les grandes puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, c'est déjà aller trop loin, n'est-ce pas, entre ces pays, quand vous voyez les accusations sans preuve et puis tout ça, ça pose des problèmes. Et donc pour moi, ce n'est pas sérieux qu'on puisse porter des accusations sans apporter des éléments de preuve, n'est-ce pas, de ce dont on accuse le Bénin. Et les relations internationales ou la diplomatie n'existent pas pour que ces questions soient réglées de cette façon. Quand il y a un problème, on trouve le canal par lequel il faut le faire savoir à son État voisin et créer des rencontres d'échange, n'est-ce pas, pour aplanir les divergences. S'il y a des confusions, il faut pouvoir apporter des éléments de réponse pour permettre à chacun, n'est-ce pas, de se fixer. Et vous savez, là où ça me fait un peu sourire, c'est que si les autorités du Niger devraient avoir des inquiétudes, ce n'est pas côté Bénin. Quand vous avez le Nigeria qui a une coopération militaire plus abondante avec les puissances étrangères, 2 fois plus élevée que ce qui s'observe au Bénin et qui partage les mêmes frontières avec le Niger, le souci devait plus se poser de l'autre côté. Mais quand la CEDEAO a levé les sanctions, on a vu comment on s'est précipité pour l'ouvrir côté Nigeria, quand bien même de l'autre côté, vous avez une activité presque accentuée, n'est-ce pas, en termes de coopération militaire entre le Nigeria et puis d'autres puissances étrangères. Moi, je pense qu'il y a encore peut-être des non-dits du côté du Niger sur leurs véritables inquiétudes, voyez-vous. Alors, à la récente conférence de presse du Premier ministre, on va jusqu'à poser une condition. Et là, je me dis, où est-ce que nous sommes? C'est aller trop loin. Et donc, si le Bénin devrait peut-être, dans l'absolu, essayer de trouver une solution, donc il faut fermer le camp militaire de Kandi pour que les relations soient normales. C'est ce qu'on nous demande. Au nom de quoi? Véritablement, au nom de quoi? Ce camp existait déjà bien avant l'arrivée des militaires à la tête
du Niger. Et le camp va toujours continuer pas exister. Je pense qu'il y a tellement de fausses informations qui sont diffusées. Et les autorités du Niger ne font pas vraiment l'effort de faire la part des choses, n'est-ce pas, en ce qui relève d'un État souverain et des questions qu'on peut débattre au plan diplomatique pour pouvoir véritablement trouver des solutions. Vous savez, nous avons une histoire, et là-dessus, je vais peut-être finir par là. Nous avons été agressés en 1977. Et nous savons comment on peut quitter un État voisin pour venir intervenir dans un autre État. Donc nous ne pouvons pas jouer ce rôle, on ne peut pas avoir ce passé, n'est-ce pas, et être amené à abriter sur notre sol des espions dans l'objectif d'aller attaquer un autre pays. C'est trop vilain, ça ne nous ressemble pas. Nous sommes un peuple digne, l'a dit quelqu'un, et je pense que cela se poursuit. Plutôt que d'être là à se jeter des accusations sans fondement, je pense qu'il faut trouver vraiment des solutions, n'est-ce pas, pour que le pétrole du Niger soit exporté. Et le chef de l'État, dans sa déclaration, l'a rappelé. La balle est dans le camp des autorités du Niger. S'ils le décident demain, n'est-ce pas, on peut reprendre véritablement là où on en était. Et cela n'est pas ce qui intéresse véritablement nos amis. On est sur des questions qui n'existent même pas. Le Bénin reste un pays ouvert. Le porte-parole l'a fait savoir. Les autorités du Niger peuvent décider de faire une visite. On leur fera le tour du Bénin. Et quant à eux, de vérifier s'il y a une base militaire ou s'il n'en a pas, s'il y a des espions, et puis tout ça, voyez-vous. Donc je pense que nous sommes en train de perdre du temps avec ces accusations sans fondement. Et ça n'est pas bien. William? Je crois que nous sommes en matière militaire et je ne vois pas certains déballages possibles sur la place publique. Je comprends peut-être la posture des autorités nigériennes sur certaines envolées. Ils estiment que le Bénin est devenu un État d'insécurité pour leur État. Je comprends qu'un État souverain, pour une raison ou l'autre, quand il se sent en difficulté, en insécurité par rapport à un autre État, veuille réagir, ferme ses frontières, face de l'autarcie, face sur un croqueville. Je comprends parfaitement cette posture et on dira qu'on est en matière militaire, qu'en termes de renseignement, en termes d'information, des militaires peuvent avoir des choses qui leur donnent des raisons au moment où le Bénin montre par toutes les possibilités théoriques et pratiques qu'il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas d'espions, qu'à leur niveau, ils aient des informations selon lesquelles il y a des actions comme celle-là. Vous savez, ça me rappelle l'agression c'est comme ça que les Occidentaux l'appellent, l'agression de la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie parlait d'exercices militaires aux frontières de l'Ukraine. Les Occidentaux et leur enseignement faisaient dire aux Ukrainiens que c'était une agression imminente et après, c'en est arrivé à une agression. Donc, si on oublie toute la fraternité, toute l'histoire qu'il y a eu entre le Niger et le Bénin, je comprends que des autorités nigériennes trouvent que, quelles que soient les relations séculaires qu'il y a eu entre un État voisin et le Niger, tant que les Nigériens se sentent en difficulté, se sentent en insécurité, ils ont à prendre des positions. Ça, on le leur conseille, ils sont un État souverain. Par contre, ils n'ont pas, pour des raisons d'insécurité à leur niveau, à nous dire ce que nous avons à faire. Ils ont à assurer leur sécurité à eux-mêmes en travaillant à protéger leur population d'un probable ou d'un potentiel agresseur que le Bénin serait. Ils n'ont pas à dire à cet agresseur ce qu'il a à faire parce que jusqu'à preuve du contraire, leur pouvoir s'arrête dans les limites des frontières du Niger. Contre l'agresseur, ils ont à se préparer, ils ont à affûter leurs armes, mais ils n'ont pas à dire à l'agresseur comment il se comporte ou au potentiel agresseur comment il se comporte. Parce qu'au moment où les autorités nigériennes sont en train d'en découdre avec certaines puissances occidentales, sont en train de se débarrasser de certains accords militaires ou de certains partenaires militaires, notamment occidentaux, français et américains, et que les relations avec d'autres partenaires en termes de coopération militaire deviennent de plus en plus étanches, un peu comme les Russes, et que le Bénin, lui, est en train de se faire une amitié encore plus grande côté militaire avec ses partenaires.
le Bénin n'a pas demandé la permission au Niger pour coopérer avec les États-Unis ou la France. Et c'est pareil, eux-mêmes pour l'hyperprésence de Wagner, pour davantage être en sécurité, ils ont fait les options pour lesquelles ils n'ont pas eu recours au Bénin, ils n'ont pas eu besoin de savoir ce que le Bénin en pensait. Que nous soyons partenaires avec la Russie ou non, je crois que c'est en toute souveraineté que le Niger a fait l'option de travailler avec des partenaires russes. Vous savez, cela montre toute la souveraineté de chacun des États et c'est en cela que je trouve que même si l'option de Patrice Talon n'est pas forcément la meilleure d'entre toutes, l'option des autorités nigériennes, elle, pour moi, n'est pas, pour moi, du point de vue diplomatique, très, très pertinente parce que vous avez à vous préoccuper de vos problèmes, à trouver vos solutions, mais ne dites pas à un État souverain ce qu'il fait. Quand on parle d'insécurité au nord du Bénin, vous savez, les plus grands spécialistes de la sécurité, des questions de défense aujourd'hui, et notamment de l'extrémisme violent, les quelques experts que nous avons chez nous ici vous diront que le haut de notre pays a été pourri, le Bénin pourri par la tête comme un poisson du côté sécuritaire, en raison du sud délaissé au Burkina et d'une partie du Niger. Vous voyez, en fait, on vous expliquera les points que Lamine Zen, le Premier ministre, a cités, le parc W et autres, que ces points stratégiques chez nous au Bénin aujourd'hui ont été, d'abord, il y a l'État qui est moins présent, l'État béninois, mais qu'ensuite, il y a l'insécurité au Grand Sahel qui a dégénéré dans le sud de ces pays, qui a eu une influence terrible, notamment du côté du Burkina, qui a eu une influence terrible. C'est aujourd'hui que les autorités burkinabées sont en train de revenir au sud, aujourd'hui qu'il y a naturellement un corridor qui quitte Lomé et qui rend viable le sud du Burkina pour alimenter naturellement le Niger. Et sur cette question, moi je trouve que nous gérions mal notre question sécuritaire ou non, les autorités nigériennes n'ont pas à nous faire vraiment de grandes leçons là-dessus. Et sur ce point, je voudrais qu'on s'accorde et qu'on soit réellement clair. Chaque État, dans sa souveraineté, a le libre choix d'opter pour une raison ou une autre qui t'a assuré la sécurité de ses populations. Maintenant, vous savez, c'est aussi le moment de dire aux autorités béninoises de faire un peu plus de lumière sur ces histoires d'instructeurs. Il y a des villes du Bénin dans lesquelles, quand vous entrez avec une caméra, vous entrez avec un micro, même si vous êtes journaliste béninois, même si vous avez une carte de presse, vous avez des soucis à vous faire. Je n'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu, mais j'ai juste envie de montrer que c'est l'occasion plus que jamais, c'est le contexte plus que jamais d'expliquer ces histoires. Nous sommes en matière militaire. Je l'ai concédé pour les autorités nigériennes. Donc, même pour les autorités béninoises, par honnêteté, je voudrais concéder qu'en matière militaire, on ne vienne pas dire à la face des micros et des caméras pourquoi X ou Y fait une chose ou l'autre sur le territoire béninois et pourquoi, ou quels sont les dessous d'une coopération, ou quels sont les éléments tangibles. Non, ce n'est pas ce que nous demandons, mais un peu plus de transparence et de clairvoyance, un peu moins de fébrilité sur certaines questions pour davantage rassurer les uns et les autres. Maintenant, je m'inscris en faux avec cette façon de voir selon laquelle le Niger pense qu'il est un peu plus fort que le Bénin et dépend moins de la crise, ou la posture des autorités béninoises qui pensent que le Niger serait plus perdant. Je m'inscris réellement en faux. Des peuples qui ont entretenu une intégration mutuelle, une coopération bilatérale pendant ce nombre d'années, je suis sans expertise aucune, foncièrement contre l'idée selon laquelle il y a quelqu'un qui s'en sort mieux quand le torchon brûle entre les deux. Je ne suis pas d'accord avec les autorités nigériennes quand elles pensent que c'est un partenaire privé chinois qui doit venir discuter avec le Bénin pour établir le pont. Je suis plutôt de ceux qui pensent que plus que jamais, cette situation nécessite un intermédiaire, un fin connaisseur des relations internationales, un grand ami de l'africanité et du panafricanisme pour faire entendre raison aux autorités des deux pays. Parce que le Niger est mal conseillé aujourd'hui en ouvrant les fronts avec tous les Occidentaux, en se faisant ami avec les plus gros ennemis de l'ordre mondial, en voulant envoyer son uranium. Même le Togo qui est proche de lui aujourd'hui ne voudra pas lui laisser le port de Lomé pour transporter l'uranium au risque de se prendre à dos les Occidentaux. Ils ouvrent les fronts contre tout le monde et même
même leurs voisins béninois. Je pense qu'ils sont mal conseillés. Et les autorités béninoises aujourd'hui, cette politique offensive sur la question nigérienne doit être en même temps une chicotte qui n'a pas loin sa carotte pour que vraiment ça discute entre les deux autorités. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un État s'en sort gagnant, qu'un État a trouvé une voie de contournement qui arrange son économie. Franck. Oui, mais moi je voudrais demander tout simplement aux autorités nigériennes, en chassant les Français, est-ce qu'elles avaient pris véritablement les mesures qu'il faut? Lorsqu'on demandait aux Français de plier bagages, de partir des partenaires avec qui vous avez fait des décennies, on ne va pas revenir sur tout ce qui a amené là. Lorsqu'ils disaient aux Américains, écoutez, on n'en a que faire avec vous, partez. Est-ce que toutes ces questions-là ont été bien discutées, ont été bien cernées? De quoi ont peur les autorités nigériennes aujourd'hui si elles ont à leur côté la grande Russie avec du matériel sophistiqué, top niveau, où ils peuvent se défendre à tout moment? De quoi ont-elles peur? Si elles ont pris le pouvoir par les armes et ont juré sur tous les toits que dans quelques mois, nous allons juguler le problème sécuritaire, est-ce que déjà on est à bout de souffle? Sinon, moi, je ne sais pas ce qui dérange Tiani et ses hommes au point de voir déjà partout qu'il y a des espions, au point de vouloir donner des leçons à un État souverain. Moi, j'ai écouté, si vous allez sur les chaînes nigériennes, non seulement ils tiennent des propos, disons, belliqueux, des propos pas du tout conciliateurs, mais ils ont mis à profit leurs médias pour, disons, vouer hégémonie le président de la République. On va jusqu'à dire que le président Talon est un menteur pour des autorités qui veulent la paix dans une sous-région. Même si vous vous détachez aujourd'hui de la CEDEAO, même si vous vivez en vase clos, moi je me demande si vous pouvez vous passer des autres. Vous avez toujours besoin des États qui ont toujours existé. Et là, j'insiste pour dire que lorsqu'on n'est pas préparé à exercer le pouvoir d'État, on ne peut voir que ces gens de dates qui frisent un peu l'amateurisme. Lorsqu'on n'est pas préparé à exercer le pouvoir politique, puisque Tiani lui-même, il est comptable de tout ce qui s'est passé au Niger jusqu'en août 2023, où il a pris le pouvoir par les armes. Parce qu'il était dans le dispositif. Juillet, voilà. Jusqu'au moment où il a pris le pouvoir par les armes. Il était dans le dispositif. Les problèmes que connaissait le Niger jusqu'à ce que lui devienne président d'une transition, je crois que lui-même, il en est responsable d'une part. Et donc, sur la question aujourd'hui, je crois que le Bénin a essayé de tenir un bout pour leur dire, écoutez, venez, ce n'est pas forcément pour faire du mal au peuple nigérien. Et jusqu'à demain, jusqu'à tout à l'heure, si moi je vois un frère nigérien, il demeure un frère pour moi, il demeure un peuple ami. Donc, tel que ça se passe aujourd'hui du côté du Niger, c'est un peu comme si il faut détacher le Niger, il faut même séparer les frontières, il faut essayer de construire un mur comme le mur de Berlin pour essayer de gérer les choses là-bas. Nous-mêmes, on gère nos trucs ici et on ne voit pas venir une certaine ouverture de leur côté. Non, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. On est militaire parce qu'on sait manipuler les armes, on sait manier les armes. On est militaire parce qu'on peut sécuriser son pays. On n'est pas militaire pour agresser verbalement, pour prendre des positions de nature à effriter des relations qui ont été bâties par des gens au prix de lourds sacrifices, qui ont bâti des relations séculaires entre des peuples pendant des siècles. On n'est pas militaire pour venir gâcher tout cela en quelques mois. Je pense qu'il ferait mieux. Et cette pensante-là, je vais parler du Premier ministre et même de ces cadres qui entourent Tiani aujourd'hui, doivent lui dire politiquement, diplomatiquement et même sociologiquement, ça n'est pas bien de tenir, d'avoir une telle posture. Les autorités nigériennes n'ont pas de leçons à nous donner côté sécurité. Ce n'est pas parce que, par exemple, William est mauvais pour vous qu'il l'est forcément pour moi. Pourquoi on dit qu'il faut faire partie les Français? Si vous n'avez pas trouvé vos comptes avec les Français, peut-être que sur d'autres plans, nous on peut trouver des comptes avec les Français. Et Rumbedi Wilfried l'a si bien dit, on ne peut pas rechercher une base militaire comme un cheveu dans la soupe
ça peut se voir. Et donc, si vous avez des informations, vous vous déplacez du côté de Niamey vers Cotonou, vous vous asseyez à des séances de haut niveau et vous en discutez. Ah, si vous ne le faites pas, nous allons prendre d'autres. Mais on ne peut pas rester au Niger, on ne peut pas rester dans ces 4 murs et envoyer des signaux de ce genre à Cotonou sous la forme pratiquement d'une menace pour leur dire nous sommes en insécurité et tout. Moi, je pense qu'il faut revoir cette posture-là. Comment ça va se finir? Moi, j'appelle à une médiation. Je suis sincère. Je pense que dans la sous-région, on a des chefs d'État qui s'y connaissent bien, surtout en matière de médiation. Encore qu'un des plus réputés parmi eux aujourd'hui profite suffisamment de cette crise en donnant son port, en permettant de se faire une santé économique qui lui a permis de refaire des incidents démocratiques séculaires. Bon, il en a l'art depuis qu'il est là, donc c'est aussi ça. Mais en termes de médiation, il sait s'y prendre. Peut-être pas, je crois que le Bénin n'a aucun problème particulier avec lui, le Niger non plus. Aujourd'hui, ils sont partenaires. Voilà des interlocuteurs qu'on pourrait écouter. Pour moi, il faut écarter ceux qui sont dans les 3e ou, je ne sais quoi, premier mandat de 3e République ou de Seconde République, parce que cela pourrait être mal vu par les militaires putschistes. Des gens trop proches des Occidentaux ne sont pas très bien vus non plus. Moi, je pense à des chefs d'État qui ont dirigé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui ont une certaine ancienneté, qui sont encore en poste aujourd'hui. Si d'anciens chefs d'État, pourquoi pas, les très réputés qui ont eu beaucoup d'expérience au plan régional en général, au plan international aussi, des diplomates chevronnés, nous en avons. Moi j'appelle sérieusement à une médiation dans cette crise, parce que tout le monde se braque sur sa position, certains à tort, certains à raison. Aujourd'hui, le Bénin tente d'avoir un peu raison après avoir fauté au temps fort de la crise. Aujourd'hui, le Niger avait raison de se défendre au temps fort de la crise sur certaines positions, mais aujourd'hui s'enlise sérieusement avec des dérives et des égarements, des dévoiements diplomatiques qui ne disent pas leur nom. Et pour ça, parce que chacun est en train de ne pas se regarder dans sa glace, j'appelle sérieusement à une médiation. C'est le ministre et professeur Nassirou Bakoa Rifari qui disait sur Zone Franche hier que qu'en diplomatie, parfois il faut une guerre pour la paix. Parfois, il faut, pour rendre plus étanches des relations, faire une crise d'émulation. Je mets tout ça sous ce sceau, et au nom de l'intérêt des pays, quand on oublie même le nombre de milliards que les Chinois ont dépensés, le nombre de revenus à engranger sur la question du pétrole, et quand on considère de façon globale les relations bilatérales entre les deux États, au nom de ces peuples qui n'ont été divisés que par des frontières artificielles dans le cours de l'évolution des États, et qui sont des peuples réels, des peuples intégrés, des peuples qui ont vécu beaucoup de choses pendant très longtemps et qui en vivront encore. J'aime bien la formule de Olusegun Ajadi Bakari. Il dit le Bénin ne déménagera pas dans l'histoire des temps. Ce n'est pas possible. On peut même changer de nom en tant qu'État, mais on ne va pas déménager d'à côté. On aura le fleuve Niger en partage de part et d'autre. Et pour ça, je pense vraiment qu'il faut le calumet de la paix aujourd'hui. Si les interlocuteurs, les protagonistes ne peuvent pas s'écouter, qu'un médiateur, qu'un intermédiaire, qu'un outsider aide aujourd'hui à concilier les parties. Eric? Que les autorités du Niger reviennent à de meilleurs sentiments et puis abordent les équilibres qu'ils ont avec l'État du Bénin dans un cadre formel. Vous savez, quel est ce rôle que le Bénin, comme on dit, a joué dans la crise qui a opposé le Niger, n'est-ce pas, au CEDEAO, que le Nigeria n'a pas joué. Le Nigeria allait jusqu'à couper, n'est-ce pas, l'électricité au Niger, qui a fait des victimes dans les centres de santé, dans les hôpitaux, n'est-ce pas, qui a fragilisé un peu le commerce. Mais après, les autorités du Niger ont ouvert les frontières côté Nigeria. Et donc,
il y a ce déséquilibre d'appréciation qu'on ne comprend pas. On a comme un peu le sentiment qu'on nous met dans une balance et puis on se dit, bon, eux, c'est le Bénin, bon, on peut faire avec eux un peu ce qu'on veut. Je pense qu'il faut réhabiliter, n'est-ce pas, comment on dit, côté Niger, sa position, en mettant véritablement un cadre formel de discussion, quitte à aborder des sujets d'inquiétude, de confusion, de compréhension, n'est-ce pas, et que des solutions soient trouvées. C'est vrai l'idée de la médiation, mais qui va prendre cette initiative? Le Bénin, le Niger, ou un médiateur volontaire se propose véritablement de pouvoir jouer la médiation. Moi, je pense qu'il y a déjà une opportunité de discussion qui s'est créée par la décision, n'est-ce pas, de bloquer l'exportation du pétrole du Niger. Parce que moi, j'estime que quand le Bénin a pris cette décision, on se dit d'accord, c'est une décision difficile, mais l'objectif, c'est d'amener la table des négociations, n'est-ce pas, les autorités du Niger. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'au lendemain d'une telle décision, que des délégations soient constituées du côté du Niger, ne serait-ce que pour avoir véritablement les mobiles et les raisons, n'est-ce pas, d'une prise de telle décision. Je ne m'attendais pas à ce que dans une conférence de presse encore, quand j'ai des accusations sur la présence de X ou Y sur notre sol. Donc je pense que Patrice Talon a déjà créé, en prenant cette décision, un couloir formel de cadre d'échange. Il a souhaité d'ailleurs, donc il reste qu'aux autorités du Niger d'en profiter, n'est-ce pas, pour que la question soit abordée de façon formelle. Ulrich, il n'y a que la médiation, il n'y a que la négociation. Vous savez, quand vous êtes opposé sur vos idées, que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas vraiment à vous comprendre sur le bien fondé de la position de chacun de vous, la meilleure solution, c'est d'aller à la table des négociations. Et tant que chaque parti va rester dans son camp et avancer des allégations, fustiger le comportement de l'autre, les propos de l'autre, on n'aura pas le bout du tunnel, tout simplement parce que chacun se sentira fort dans sa position, se dira qu'il est assez mature et sait avec précision ce qu'il pose comme axe ou qu'il dit ou qu'il sort comme propos. Et la médiation, d'ailleurs, je pense que les deux parties ont déjà d'une certaine manière évoqué de façon subtile la médiation, puisque quand nous prenons les accords, les clauses qu'ils ont eux-mêmes ressorties au niveau des accords, ce livre de 14 pages, je crois, ce document de 14 pages, je crois, et tout le monde parle de la troisième personne qui vient d'une certaine manière concilier les deux parties, notamment la partie chinoise. William aussi a notifié tout à l'heure une autre partie qui soit encore plus proche des deux pays dont nous parlons, qui peut aussi intervenir parce que ayant de bonnes relations aussi bien avec le Niger qu'avec le Bénin, je pense que cette partie-là aussi peut intervenir. Mais tant qu'ils ne vont pas s'asseoir, tant que ces deux parties ne vont pas rester ensemble pour pouvoir discuter, je pense que nous n'aurons jamais le bout du tunnel, puisque déjà, là, au niveau du Niger, jusque-là, on ne sent pas le pas qui doit être fait pour discuter. Le Bénin, aujourd'hui, a fermé les vannes, mais en fermant les vannes, c'était simplement pour dire, tant que nous ne nous asseyons pas pour discuter, nous ne pourrons pas continuer à travailler ensemble. Asseyons-nous, parlons d'une même voix. Et comme je l'ai dit tantôt, à l'entame de mes propos, on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas s'apprécier, mais on peut s'asseoir et discuter de nos intérêts mutuels. Je ne t'aime pas, Tanguy, tu ne m'aimes pas non plus, mais on peut s'asseoir et dire, écoute, par rapport à tel projet, je veux que ce soit traité de telle manière. Par rapport à tel projet, toi, tu voudrais que je le traite de telle manière. Je pense que en gentleman agreement, c'est des choses qui se font. On peut ne pas s'apprécier. Et d'ailleurs, il y a un chef d'État français qui l'a dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et c'est pareil pour tous les États. Chaque État défend ses intérêts. Si le Niger parle ainsi aujourd'hui, c'est parce que le Niger défend ses intérêts. Le Bénin aussi défend ses intérêts. Et je pense que c'est en s'asseyant, en restant ensemble pour discuter de vive voix entre les deux parties. Il peut y avoir des parties conciliatrices, peut-être la Chine, peut-être d'autres pays d'Afrique qui peuvent aussi intervenir, mais d'une certaine manière, il faut que les deux parties se regardent face à face, mais déjà les allégations qui sont avancées et tout ça, quand on parle même de cette fameuse base militaire, pour un reportage qui a été tourné en janvier 2023, 6 mois avant le putsch de Bazoum, et d'ailleurs le reporter l'a démenti. Vous voyez, ça dit un documentaire qui a été tourné en janvier 2023, soit 6 mois
avant que le putsch ne soit perpétré et qu'on estime que c'est maintenant que la base militaire a été positionnée pour pouvoir déstabiliser le Niger. Il faut quand même que les gens consultent les vraies informations, qu'ils aillent à la source de l'information pour savoir de quoi on parle. Il faut qu'on cesse aussi de manipuler les populations parce que je pense que depuis que nous sommes en train de traiter cette histoire, beaucoup d'informations circulent. Il y a la désinformation, il y a la malinformation et volontairement, certains intoxiquent la population juste pour se donner un peu de vent en poupe parce qu'ils sont en perte de repères, ils sont en perte d'inspiration. Non, un régime illégalement installé, illégitimement installé, n'a pas de leçon à donner au Bénin. Les deux parties vont s'asseoir et se parler, se regarder droit dans les yeux et se parler et défendre leurs intérêts mutuels parce que c'est ça le plus important qui incombe aujourd'hui aux populations. Parce que si ça pète, le peuple béninois en pâtit, le peuple nigérien aussi en pâtit et ce ne sont que les dirigeants qui auront fauté d'une manière ou d'une autre. Mais déjà, le cadre est créé, tout est bloqué, il faut maintenant que les deux parties s'asseyent pour parler. Moi, au-delà de tout ce qu'on a dit, moi j'ai un peu mal parce que pour des pays qui sont en quête de réel développement, vous prenez le Niger, la population ne mange pas à leur faim. Vous allez dans certaines zones, il y a l'insécurité qui bat toujours son plein. Vous allez même à Niamey ou dans d'autres villes, il y a des problèmes réels. Vous venez ici au Bénin, nous avons des problèmes de développement, nous avons des problèmes avec les populations qui se cherchent toujours. Mais qu'entre deux peuples, deux États comme ça, qu'on laisse les réels problèmes et qu'on s'attaque à des situations qu'on pourrait régler en quelques heures, moi je pense qu'il y a problème. Et les Nigériens, Tiani et ses hommes doivent comprendre qu'ils s'adressent à un État souverain, un État indépendant, un État qui, en tout cas, prend des actes bien responsables. Et je crois que, tel que les choses se passent aujourd'hui, il va falloir que de leur côté, qu'ils fassent appel un peu à une certaine logique et qu'ils acceptent. Parce que du côté du Bénin, on a fait déjà des démarches. On a envoyé des délégations qui n'ont pas été reçues. Du côté du Niger, ça veut dire qu'il y a une volonté affichée, une volonté manifeste du côté du Bénin de dialoguer, de trouver une solution. D'accord, on peut dire que on a reproché à Patrice Talon le rôle qu'il a joué, mais il portait la voix d'une communauté. Il portait véritablement la voix d'une communauté. Il a payé le prix, le peuple béninois en a payé le prix. Notre économie a été secouée de ce fait-là. D'accord. Maintenant, s'ils ont des problèmes réels ou personnels avec Patrice Talon, on peut également en discuter. On peut lui faire appel. Écoute, tu m'as fait telle ou telle chose. Ça se dit entre chefs d'État. Je n'en sais rien, mais je sais que ça peut se dire. Vous prenez, vous invitez un médiateur et vous dites les vérités entre vous et puis ça y est, ça va et puis le train continue de rouler. Mais profiter des situations comme ça, tenir de ces propos, si l'histoire doit retenir que si les relations entre le Bénin, entre les peuples béninois et nigériens s'effritent, ce serait du fait de Tiani, du fait des militaires au pouvoir. Si un jour il y a problème entre les peuples béninois et nigériens, ce sera du fait de Tiani et de ses hommes, parce qu'ils n'auraient pas géré, ils n'auraient pas permis de gérer une situation à laquelle on pouvait trouver de solutions rapides. Ils sont en train de pousser trop loin le bouchon, et je pense qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison. Ce n'est pas encore tard, ils peuvent encore se remettre en cause et voir, disons, l'intérêt des deux pays et surtout des peuples. Parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui évoluent du côté de Niamey, de Agadez, tout ce que vous voulez, Maradi. Des gens qui sont nés là-bas, qui ne peuvent même plus revenir au pays aujourd'hui. De la même façon, nous avons des commerçants nigériens, nous avons des frères nigériens qui se sont établis au Bénin depuis des années et qui sont pratiquement des Béninois. Si on en vient à déchirer ces liens, ça va être dommage et ça va être du fait de ces militaires qui sont au pouvoir là-bas. Allez les gars, merci beaucoup. 8h51, déjà à Cotonou. Mesdames et messieurs, c'était prévu qu'on parle un peu des marches, de la marche des syndicalistes samedi. On va en parler demain, probablement. Mais juste après moi, suivez la revue de presse ce matin, et puis juste avant plutôt le Bénin en 7 jours et les informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est 7 jours au Bénin. Moi, je vais vous souhaiter passer une très bonne journée et à demain.
Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La troisième fois est la bonne. Après 2 interdictions consécutives, la marche des travailleurs a eu enfin lieu sous la direction des centrales et confédérations syndicales, à savoir la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB et l'UNSTB. Des milliers de travailleurs étaient dans la rue de Cotonou le samedi 11 mai 2024. Les manifestants ont eu l'occasion d'exprimer leur ras-le-bol face à la cherté de la vie au Bénin. De la bourse de travail à l'Étoile Rouge, en passant par le Grand Carrefour avenue Stemez, le Carrefour Saint-Michel et le Carrefour Marina, les travailleurs ont passé leur message qui se résume à la dégradation des conditions de vie des travailleurs béninois. Au point de chute de la marche, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont annoncé à leurs militants que le gouvernement a enfin accepté d'ouvrir le dialogue avec ses partenaires sociaux. Le face-à-face gouvernement-syndicat est prévu pour le 23 mai 2024. Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte? Mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles? D'une marche à une autre, les rues de Tanguieta étaient pleines de monde. Quelques semaines après l'assassinat du jeune professeur Bonaventure Kineri à son domicile, dans la nuit du 30 au 31 mars 2024, les élèves du collège d'enseignement général 1 de Tanguieta et la jeunesse mobilisée au sein du mouvement des jeunes pour la lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité ont initié une marche pacifique dans cette cité montagneuse. À travers cette marche silencieuse, les manifestants entendent ainsi non seulement exprimer leur compassion à la famille éplorée, mais aussi et surtout exiger des autorités une justice après les nombreux assassinats perpétrés dans la commune, restés jusque-là non élucidés. Tout en exprimant leur colère, les élèves ont invité le gouvernement à renforcer la sécurité à Tanguieta, classée zone rouge à cause de l'insécurité qui y règne depuis l'avènement de l'extrémisme violent dans le nord du pays. C'est la jeunesse qui pleure. C'est le CG1 qui pleure, c'est sa famille qui pleure. Demain, c'est qui? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'hémorragie pendant qu'on peut encore sauver la vie. Des tonnes d'engrais arraisonnés à Malanville la semaine dernière. Des forces douanières de la localité ont appréhendé des barques qui convoyaient des sacs vers le pays voisin. Une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national. L'opération de saisie a été menée dans l'après-midi du mardi 7 mai 2024 par une équipe mixte composée d'éléments de la police républicaine, de la douane et de la marine. André Nagassi, receveur des douanes de Iloa, a invité les autorités locales à la collaboration afin que les forces de défense et de sécurité puissent convenablement accomplir leur mission. Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Pendant ce temps, 150 personnels des forces armées béninoises sont promus et nommés à divers grades de l'Ordre national du Bénin. À travers cet acte, l'État célèbre la bravoure et le don de soi de ses dévoués à la patrie. Ces hommes et femmes sont issus de tous les corps, de toutes les unités et de tous les grades. Pour le porte-parole des récipiendaires, le général de brigade Sani Bachabi Abdoul Baki, cette décoration n'est pas seulement un symbole de reconnaissance, c'est aussi un témoignage et un encouragement à mieux faire. Chacun d'entre eux devra donc s'atteler davantage à servir la nation avec honneur et détermination. La cérémonie de réception dans l'ordre présidée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, s'est déroulée mercredi à Cotonou.
Le rapport sur le développement humain 2023-2024 a été officiellement lancé vendredi à Cotonou par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le document pose le diagnostic des facteurs d'inégalité qui handicapent l'essor économique et social de certains pays d'Afrique. Le rapport reconnaît le rythme de progrès en cours au Bénin depuis 2016 et fait des recommandations pour améliorer la gouvernance en Afrique et dans le monde pour le mieux-être des populations. Sortie de l'impasse, repenser la coopération dans le monde polarisé, c'est le titre du rapport sur le développement humain 2023-2024. Les dimensions d'évaluation prennent en compte la santé, l'éducation et le revenu de chaque citoyen. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première revue de presse de la semaine. Les syndicalistes étaient encore dans les rues de Cotonou le week-end écoulé. Et contrairement aux précédentes tentatives, la marche du samedi dernier était la bonne, car autorisée par les autorités compétentes. Fraternité nous rapporte l'information, mais aussi la réaction de Ansem Amoussou. Le SINAEB Bénin, la COSI Bénin, la CSA Bénin et l'UNSTB sont massivement représentés à la Bourse du Travail ce samedi 11 mai 2024. Sous l'œil vigilant de la police républicaine, les camarades ont marché suivant l'itinéraire Bourse du Travail, Église Saint-Michel, Marché Saint-Michel, Étoile Rouge. Les principaux mobiles de ce mouvement sont la cherté de la vie et la violence des libertés syndicales. À l'issue de la marche de protestation, Ansem Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, est revenu sur les attentes des partenaires sociaux auprès du gouvernement. Il a également affiché sa volonté d'être dans un syndicalisme uni pour accompagner les réformes du développement. Je cite, « Cette marche doit être vue comme un appel à contribuer pour qu'on sorte de l'impasse actuelle. » Fin de citation. Pendant ce temps, la maire de la commune de Kandi est sous la menace d'une destitution. Dans une correspondance en date du 6 mai 2024, des conseillers de la commune de Kandi ont demandé à la maire Sinatou Saka Oseni Alazi de convoquer une session de vote de défiance. Il lui est reproché dans cette correspondance une mauvaise gouvernance des ressources de la commune avec pour corollaire l'installation d'une crise de confiance généralisée et l'incapacité à gérer la commune. Pour les signataires de la présente correspondance, leur action vise donc à donner une nouvelle dynamique de développement et de gestion de la commune. L'intégralité de la lettre est à lire à la page 5 du journal. Mesdames et messieurs, la lutte contre l'insécurité et la vente de produits pharmaceutiques contrefaits suit son cours au Bénin. Dans ce cadre, le matinal nous signale plusieurs arrestations à Godomé et à Toribosito. Les agents de la police républicaine du commissariat de Godomé ont saisi dans une boutique des produits pharmaceutiques contrefaits, des sachets de boulettes de chanvre indien, ainsi qu'une forte somme au quartier Godomé, parc auto dans la commune d'Abomey-Calavi, la semaine dernière. Au total, cette saisie comprend 1247 comprimés et 54 boulettes de chanvre indien. Les flics ont également démantelé mardi 7 mai 2024 dans l'arrondissement de Toribosito, un ghetto au quartier Toricolovier. Au cours de cette opération coup de poing, l'installation de fortune des hors-la-loi a été identifiée et détruite par les forces de l'ordre. Une centaine de boulettes de chanvre indien, d'autres produits psychotropes et 3 téléphones portables ont été retrouvés sur les lieux. Pour finir, la dernière actualité liée aux relations entre le Bénin et le Niger continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Fraternité nous fait part de celle de l'honorable Malik Gomina. Je cite, « Le Niger sera prêt à rouvrir la frontière avec le Bénin lorsque nous aurons la certitude que notre territoire est en sécurité. Sur le territoire du Bénin, il y a des bases militaires françaises.
Sur certaines d'entre elles, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Fin de citation. Face à ces propos du Premier ministre nigérien, suite à la décision du Bénin de bloquer le transport du pétrole nigérien ce dimanche 12 mai 2024, sur la chaîne nationale béninoise, l'honorable Malik Gomina a apporté un démenti formel. Qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin leur veut du mal. Nous ne leur voulons aucun mal. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer. Que les autorités nigériennes cessent de prendre le Bénin pour un bouc émissaire, a déclaré l'honorable. Fin de la revue de presse de ce lundi 13 mai 2024.